Il existe des villes qui ne dorment jamais. On le dit souvent comme si c'était une promesse. Comme si la lumière des vitrines, le bruit des voitures mouillées par la pluie, les stations encore ouvertes après minuit et les silhouettes pressées sur les trottoirs suffisaient à rassurer ceux qui rentrent seuls. Comme si une ville éveillée était forcément une ville sûre. Mais ceux qui rentrent tard savent qu'il y a une heure précise où tout change. Pas brusquement, pas comme dans les films, rien ne s'éteint d'un coup, rien ne devient silencieux immédiatement. Non, c'est plus subtil que ça. D'abord, les rues se vident sans qu'on s'en rende compte, puis les voix deviennent plus rares, les fenêtres allumées paraissent plus lointaines, les rames passent moins souvent, les couloirs résonnent davantage, et soudain, au milieu d'un décor qui ressemble encore à la ville de tous les jours, quelque chose n'est plus tout à fait à sa place. Julien connaissait très bien cette sensation. Il travaillait depuis presque 3 ans dans une société de post-production, au 10e étage d'un immeuble de verre où les journées finissaient rarement à l'heure prévue. Il montait des bandes annonces, corrigeait des voix off, nettoyait des pistes audio, réexportait des fichiers qu'un supérieur avait validés la veille avant de changer d'avis le lendemain. C'était un travail monotone, épuisant, mais suffisamment bien payé pour qu'il accepte encore l'idée de rentrer chez lui après minuit au moins 2 fois par semaine. Ce soir-là, ou plutôt cette nuit-là, il avait quitté le bureau à 23h49. La pluie tombait depuis la fin d'après-midi, pas une pluie forte, une pluie fine, froide, régulière, qui collait aux vitrines et rendait l'air métallique. En sortant du bâtiment, il avait remonté le col de sa veste, vérifié son téléphone, et vu 3 messages de sa sœur qu'il n'avait pas encore pris le temps de lire. Il s'était promis de répondre dans le métro, comme toujours, la station la plus proche se trouvait à 6 minutes à pied. Julien connaissait ce trajet par cœur. Le kiosque fermé au coin de la rue, le lampadaire qui clignotait depuis des mois sans jamais être réparé, la bouche de métro avec ses marches humides et son odeur de pierre mouillée, le distributeur automatique qui refusait parfois la carte bancaire, le carrelage blanc jauni dans le couloir, les publicités décolorées, les mêmes visages, les mêmes promesses, les mêmes slogans que personne ne regardait plus. Quand il arriva sur le quai, l'horloge numérique indiquait minuit 14. Le prochain métro était annoncé pour minuit 17. Le dernier, Julien s'arrêta sous l'écran lumineux, mains dans les poches, sac à l'épaule, et laissa échapper un long soupir. Il était fatigué au point de sentir son propre corps lui peser comme s'il portait des vêtements mouillés. Ses yeux brûlaient, sa nuque était raide, il avait faim, mais pas assez pour acheter quelque chose à la machine. Il voulait juste rentrer, enlever ses chaussures, boire un verre d'eau dans sa cuisine silencieuse et s'effondrer dans son lit. Le quai était presque vide. À l'autre extrémité, un homme en manteau sombre faisait les 100 pas, téléphone à la main, sans jamais s'asseoir. Plus loin encore, près d'un pilier, une jeune femme regardait le tunnel, immobile, comme si elle attendait quelqu'un au lieu d'attendre une rame. Julien ne leur prêta pas beaucoup d'attention. À cette heure-là, on apprend à ne pas regarder les autres trop longtemps. Les néons au plafond émettaient un bourdonnement continu. BZZZZ, une vibration sèche, presque organique, qui se mélangeait au ruissellement lointain de l'eau dans les conduits. De temps en temps, un souffle d'air remontait du tunnel, froid et sale, avec cette odeur particulière du métro nocturne, mélange de fer, de poussière humide, de frein et de vieux plastique. Julien consulta son téléphone, aucun réseau, cela arrivait parfois sur cette ligne, rien d'anormal. Il glissa l'appareil dans sa poche, leva les yeux vers le panneau d'affichage, et c'est à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'étrange. L'homme en manteau avait disparu. Julien fronça légèrement les sourcils. Il était sûr qu'il était encore là quelques secondes plus tôt. Il avait entendu ses pas, le froissement sec de son manteau. Or le quai semblait désormais beaucoup plus vide. La jeune femme, elle, se trouvait toujours près du pilier. Mais elle ne regardait plus le tunnel. Elle le regardait lui, pas avec insistance, pas de façon agressive, simplement avec une fixité trop calme pour être naturelle. Son visage était mal visible à cause de la distance, mais Julien sentit un léger malaise lui remonter entre les omoplates. Il détourna aussitôt les yeux, comme on le fait toujours en ville lorsqu'un inconnu soutient le regard un peu trop longtemps. L'horloge passa à minuit 16, puis les lumières clignotèrent. Une fois, 2 fois, rien d'exceptionnel, encore une fois. Ce genre de choses arrivait souvent. Mais le 3e clignotement dura un peu plus longtemps, une seconde entière, peut-être 2. Le quai plongea dans une obscurité soudaine, humide, compacte. Quand la lumière revint, la jeune femme n'était plus près du pilier. Julien se redressa aussitôt. Il balaya le quai du regard, vide, complètement vide. Il eut ce petit rire intérieur qu'on a quand on refuse encore d'admettre qu'on commence à avoir peur pour une raison absurde. Sans doute était-elle montée l'escalier derrière lui pendant la coupure, ou cachée derrière une colonne hors de son champ de vision, ou peut-être n'était-elle jamais là exactement où il croyait l'avoir vue. À cette heure-ci, la fatigue déforme tout, les distances, les visages, le temps. Une vibration presque imperceptible parcourut le sol, puis le métro arriva, ou plutôt, il fut là. C'est seulement plus tard, bien plus tard, que Julien repensa à cet instant précis, parce qu'une rame, normalement, s'annonce.
Il y a d'abord le grondement, le déplacement d'air, le halo des phares dans le tunnel, le bruit croissant du métal, la présence approche avant d'apparaître. Cette fois, non, le tunnel était noir, puis, entre deux battements de néon, la rame se trouvait déjà à quai, les portes s'ouvrirent lentement, personne ne descendit. Julien resta immobile une seconde, peut-être deux, il aurait pu attendre, prendre un taxi, remonter à la surface, marcher, appeler quelqu'un, mais quand on est épuisé, le cerveau choisit presque toujours la solution la plus simple. Et la plus simple, à cet instant, consistait à entrer. Il monta donc dans le wagon le plus proche. À l'intérieur, il faisait plus chaud que d'habitude, pas agréablement chaud, une chaleur lourde, stagnante, presque respirée par les parois elles-mêmes. Les sièges étaient vides, le sol brillait légèrement sous les lumières blafardes. Il n'y avait ni journal abandonné, ni canette roulante, ni sac oublié. Rien, tout paraissait trop propre. Julien s'assit près de la porte, côté vitre. Les portes se refermèrent sans bip, sans annonce, sans la moindre voix enregistrée. La rame démarra, il chercha son reflet dans la vitre, mais le tunnel noir derrière se superposait à son visage d'une façon étrange, brouillé, comme si le verre était plus épais que d'ordinaire. Il passa une main sur ses yeux, inspira profondément, puis ressortit son téléphone. Toujours pas de réseau. Cette fois, il remarqua aussi l'absence de notification. Pas seulement l'absence de réseau actuel, mais le silence total de l'appareil. Comme si le temps s'était interrompu à l'intérieur. Les lumières du wagon clignotèrent. Une fois, puis encore, Julien leva les yeux. Il n'était plus seul. Au fond du wagon, sur la banquette de l'extrémité, une femme était assise. Il ne l'avait pas entendue entrer. Il ne l'avait pas vue pendant qu'il s'installait. Et pourtant elle était là, immobile, les mains posées sur les genoux, le menton légèrement baissé. Ses cheveux sombres cachaient une partie de son visage. Elle portait un manteau clair, très simple, sans détails marquants. Rien, en apparence, qui justifie la peur soudaine qui se forma dans la poitrine de Julien. Il se répéta qu'elle devait déjà se trouver dans un angle mort lorsqu'il était monté. C'était logique, il n'avait pas inspecté tout le wagon, il était fatigué. Fin de l'histoire, alors il détourna les yeux. Mauvaise idée, quand il regarda de nouveau, après peut-être 10 secondes, peut-être moins, la femme se trouvait 3 rangées plus près. Julien se figea, il n'avait entendu aucun pas, aucun froissement de tissu, aucun mouvement, même la rame semblait glisser dans un silence anormal, comme si les roues ne touchaient plus les rails. Il resta immobile, une main crispée sur la sangle de son sac. La femme ne levait toujours pas la tête. Un haut-parleur cracha soudain un souffle de parasite. Pas de message, juste un bruit blanc sale, prolongé, douloureux à entendre. Puis l'écran au-dessus de la porte s'alluma. Station suivante, le nom affiché n'existait pas. Julien cligna des yeux. Le mot était formé de lettres familières, et pourtant il ne parvenait pas à le lire correctement. Chaque fois qu'il croyait l'avoir saisi, l'ordre des lettres semblait se modifier dans sa tête, comme un mot vu en rêve, compréhensible une seconde, insaisissable la suivante. La rame ralentit. Julien se pencha légèrement pour regarder par la fenêtre. Le quai qui apparut de l'autre côté était plongé dans une obscurité presque totale. Quelques ampoules jaunes très espacées éclairaient un carrelage gris, sale, dépourvu de publicité, de plans, de signalisation. Il n'y avait personne, les portes s'ouvrirent, aucune voix n'annonça la station, aucun passager ne monta, aucun passager ne descendit. Pourtant, au moment précis où les portes restaient ouvertes sur ce quai sans nom, Julien eut la sensation très nette que quelque chose attendait dehors. Pas une personne identifiable, pas une silhouette claire, plutôt une attente, une présence à peine formée dans le noir, comme un regard sans visage posé sur l'ouverture. Les portes se refermèrent, la rame repartit, Julien prit enfin la décision de changer de wagon. Ce n'était pas raisonnable de rester là à observer une inconnue qui, même en admettant qu'elle ait réellement changé de place sans bruit, n'était peut-être qu'une passagère bizarre parmi tant d'autres. Mais rester assis à faire semblant de ne pas avoir peur lui paraissait encore moins supportable. Il se leva, et c'est exactement à cet instant que la femme parla. Sa voix était douce, très douce, presque usée. « Vous êtes monté trop tard ?» Julien sentit un froid violent lui traverser l'échine. Ce n'était pas tant la phrase que la manière. Le ton n'avait rien d'agressif, ni menaçant, ni dramatique. On aurait dit une remarque simple, un constat triste, une phrase qu'on adresse à quelqu'un qui a pris une mauvaise porte, ou raté une correspondance, ou oublié quelque chose d'important. Julien se retourna lentement. La femme avait légèrement relevé la tête. Son visage restait en partie noyé dans l'ombre de ses cheveux, mais il pouvait désormais voir sa bouche. Elle ne souriait pas. « Pardon ?» demanda-t-il. Sa propre voix lui parut étrangère, plus petite que d'habitude, comme si le wagon absorbait les sons au lieu de les laisser vivre. La femme inclina très légèrement la tête. « Vous êtes monté trop tard ?» répéta-t-elle. Après le dernier arrêt, Julien sentit la panique monter d'un cran. Une panique contenue, rationnelle encore, celle qui cherche immédiatement une explication possible. « Je crois que vous vous trompez, dit-il. C'est la ligne 6, non ?»
Aucune réponse. Puis, après un silence trop long, ce n'est plus une ligne. Le haut-parleur cracha de nouveau un souffle électrique. Les lumières clignotèrent. Le wagon plongea une seconde dans le noir. Quand la lumière revint, la femme se trouvait assise exactement en face de lui, de l'autre côté du couloir central. Julien recula si vite qu'il heurta la barre métallique derrière lui. Cette fois, il vit ses yeux. Il n'avait rien d'anormal au premier regard, pas de lueur surnaturelle, pas de vide noir à la place des pupilles, rien de théâtral, et pourtant, quelque chose clochait profondément. Ses yeux donnaient l'impression de ne pas regarder avec retard, mais avec avance. Comme si, quand il se posait sur Julien, il savait déjà ce qu'il allait faire une seconde plus tard. Il recula encore. « Qui êtes-vous » La femme baissa les yeux vers ses mains. « Je suis restée assise aussi, murmura-t-elle. Comme vous. » Julien ne chercha plus à comprendre. Il se dirigea d'un pas rapide vers l'intercirculation, poussa la porte rigide entre les wagons, et passa dans le suivant. Vide. Le deuxième wagon était vide lui aussi. Même chaleur, même propreté anormale, même vibration sourde dans l'air, à peine perceptible, comme un souffle contenu. Julien continua jusqu'au troisième wagon, vide. Au quatrième, il trouva enfin quelqu'un, un vieil homme, assis près de la fenêtre, les mains jointes sur une canne, manteau sombre, visage pâle, très mince. Julien ressentit un soulagement si fort qu'il faillit s'asseoir sans réfléchir à côté de lui. « Excusez-moi, dit-il aussitôt. Vous savez ce qui se passe » Le vieil homme leva la tête très lentement, son regard n'exprimait ni surprise ni curiosité, seulement une lassitude immense. « Vous lui avez parlé » demanda-t-il. Julien sentit sa gorge se serrer. « À qui » Le vieil homme eut un très léger soupir. « Alors c'est fini. » Julien resta debout, incapable de masquer davantage sa panique. « Écoutez, je ne comprends pas. Cette rame ne s'arrête pas aux bonnes stations. Mon téléphone n'a plus de réseau. Il y a une femme dans le premier wagon qui bouge quand on ne la regarde pas, acheva le vieil homme. Le silence qui suivit parut interminable. Julien finit par s'asseoir en face de lui. Le vieil homme gardait les yeux fixés sur le sol. « Depuis combien de temps vous êtes là » demanda Julien. L'homme eut un petit rire sans joie. « Je ne sais plus. »« Comment ça, vous ne savez plus ?» Au début, on compte. Après, on arrête. Julien sentit sa bouche devenir sèche. La rame ralentit encore une fois. Sur l'écran au-dessus des portes, un autre nom impossible apparut. Des lettres qui semblaient appartenir à l'alphabet et pourtant résister au sens. Cette fois, Julien détourna les yeux aussitôt. Le vieil homme, lui, n'avait pas besoin de regarder. « Ne descendez jamais, dit-il calmement. » Les portes s'ouvrirent sur un nouveau quai. Celui-ci n'était pas complètement noir. Une rangée de colonnes blanches s'étendait le long du bord, tachée d'humidité jusqu'à mi-hauteur. Au fond, une affiche publicitaire déchirée représentait un visage qu'on ne distinguait presque plus. Une silhouette se tenait immobile près d'un banc. Julien se pencha malgré lui. La silhouette semblait humaine, mais trop fixe, trop droite, comme posée là, un mannequin dans une station abandonnée. Puis elle tourna lentement la tête vers la rame. Julien recula d'un coup. Les portes se refermèrent. Le métro repartit. « Qu'est-ce que c'est » souffla-t-il. Le vieil homme n'hésita même pas. Ceux qui ont essayé de descendre. Julien sentit un goût de métal dans sa bouche. « Vous êtes fou, peut-être » Le vieil homme leva enfin les yeux vers lui. Mais pas autant que ceux qui croient encore pouvoir rentrer chez eux. Julien se leva brutalement. « Très bien. À la prochaine station, je sors. Peu importe où on est. Je remonte, je trouve du réseau, et j'appelle la police. » Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, presque avec douceur, « La police ne descend plus ici. » Julien recula d'un pas. Au même moment, la porte entre les wagons s'ouvrit. La femme entra, sans bruit, sans effort, comme si le mouvement de la porte ne lui appartenait pas tout à fait. Elle s'arrêta au milieu du wagon, les mains toujours le long du manteau, la tête légèrement penchée. Julien se tourna vers le vieil homme. La place en face de lui était vide. La canne n'était plus là. Le siège portait à peine la marque d'un poids récent. Julien sentit pour la première fois sa peur quitter le domaine du raisonnable. Il ne cherchait plus une explication, il cherchait seulement une issue. Il courut vers la porte suivante. Encore un wagon, encore un autre, toujours vide. À mesure qu'il avançait, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu avant, les rames semblaient s'allonger. Le train ne finissait pas, chaque intercirculation ouvrait sur un nouveau wagon identique au précédent. Même lumière, même chaleur, même siège bleu impeccable, même absence de vie. Puis il entendit la voix de la femme derrière lui. Pas proche, pas loin, comme si elle venait de tous les wagons à la fois. Il ne faut pas courir. Julien força l'ouverture d'une porte de secours encastrée près d'une fenêtre. Verrouillée. Il tira sur une poignée rouge. Rien. Il frappa contre la vitre avec la paume. Le tunnel défilait au dehors, mais trop lentement, ou peut-être trop vite. Il était impossible d'évaluer la vitesse, parce que la paroi noire ne comportait aucun repère. Pas de câble, pas de lumière d'entretien, pas de reflet, juste un noir dense et liquide. Le haut-parleur s'alluma de nouveau. Cette fois, une voix en sortit. «
pas une annonce, un murmure collectif, des dizaines de voix superposées, très basses, très proches, comme si plusieurs personnes parlaient à quelques centimètres de son oreille en même temps. Julien recula en se tenant la tête. Pendant une seconde, il crut distinguer des mots, pas des phrases entières, seulement des fragments. Pas regarder, reste assis, ne réponds pas, dernier. Le bruit cessa net. Julien respirait trop vite. Alors il comprit qu'un autre souffle se superposait au sien. D'abord très léger, puis plus net, une respiration régulière. Dans le wagon, il se retourna lentement. Les sièges du fond étaient occupés, pas par des passagers ordinaires, par des silhouettes immobiles, assises en silence, toutes tournées dans sa direction. Il y en avait peut-être 6, peut-être 8, difficile à dire. La lumière semblait glisser sur elles sans vraiment les éclairer. On distinguait des manteaux, des épaules, des visages pâles. Mais chaque fois que Julien fixait l'un d'eux, un détail s'effaçait. Les traits devenaient flous, les contours changeaient, sauf les yeux, tous le regardaient, et tous semblaient attendre quelque chose. Julien recula jusqu'à buter contre la barre centrale. Ses jambes tremblaient. Parmi les silhouettes, il crut reconnaître le vieil homme, puis l'homme en manteau aperçu sur le quai, puis, plus loin, la jeune femme disparue avant l'arrivée du métro, et au premier rang, debout dans l'allée, la femme au manteau clair. Elle fit un pas. Cette fois, Julien l'entendit. Pas un pas humain, un glissement très léger, humide, presque mou. « Pourquoi moi » souffla-t-il. La femme le regarda longtemps avant de répondre. « Parce que vous avez attendu. » Julien ne comprit pas. Elle reprit. « Ceux qui montent avant ne nous voient pas. Ceux qui montent après ne nous entendent plus. Mais ceux qui attendent... » Elle s'interrompit. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Cela reste. Le métro ralentit brusquement, plus fort que les fois précédentes. Les lumières vacillèrent si violemment que le wagon sembla respirer avec elles. Un arrêt. Pas de nom sur l'écran cette fois. Juste une ligne blanche clignotante. Les portes s'ouvrirent. De l'autre côté, il n'y avait pas un quai. Il y avait un couloir, long, éclairé par des lampes jaunes très basses, carrelé comme une station ancienne, et au fond, une porte de sortie avec un panneau vert lumineux. Sortie. Julien n'hésita plus. Il bondit hors du wagon. Ses chaussures heurtèrent un sol bien réel, dur, froid. Le métro resta derrière lui, portes ouvertes, silencieux. Il se mit à courir dans le couloir. La lumière était faible, mais stable. Chaque pas résonnait trop fort. Le mur à sa droite était couvert d'anciennes affiches lacérées, empilées les unes sur les autres sous des couches d'humidité. À gauche, une série de portes métalliques condamnées, sans poignée extérieure. Sortie. Le panneau brillait au fond comme une promesse simple, presque rassurante. Julien courut jusqu'à perdre le souffle. Et pourtant le panneau ne se rapprochait presque pas. Le couloir était plus long qu'il n'aurait dû l'être. Beaucoup plus long. Il ralentit enfin, suffocant, et se retourna. Le métro n'était plus là. Le couloir derrière lui s'enfonçait dans une pénombre sale, vide, interminable. Julien se força à continuer. Pas à pas cette fois. Le bourdonnement des lampes devenait plus grave à mesure qu'il avançait. Puis il remarqua autre chose. Des portes, sur sa gauche, portaient des plaques numérotées. Pas des accès techniques, pas des locaux d'entretien, des numéros d'appartements. Julien s'arrêta net. Il avança jusqu'à la porte numéro 23. La peinture écaillée, la boîte aux lettres soudées, l'interphone ancien, tout cela lui était étrangement familier. Il leva les yeux. Au-dessus de la porte, une petite plaque noire indiquait un nom. Julien Morel. Il sentit le sol se dérober sous lui. C'était son nom, sa vraie adresse, pas la station, pas un hasard, l'appartement où il vivait. Sa main trembla lorsqu'il approcha les doigts de la poignée. Une voix, derrière lui, murmura doucement. « Si vous entrez, vous resterez. » Julien se retourna d'un coup. La femme au manteau clair se tenait à l'autre extrémité du couloir. Immobile, toujours à la même distance impossible. « Qu'est-ce que vous voulez » cria-t-il. Sa voix résonna faiblement, absorbée par les murs. La femme ne bougea pas. « Je ne veux rien. Alors laissez-moi partir. » « Je ne peux pas. » Julien sentit une colère désespérée prendre le dessus sur sa peur. « Vous mentez depuis le début. Qu'est-ce que c'est, cet endroit? Qu'est-ce que vous êtes ?» Le silence dura longtemps, puis elle répondit, « Je suis celle qui est descendue. » Julien ne comprit pas immédiatement, ou peut-être qu'une partie de lui comprit trop bien. Elle poursuivit, « Il y a longtemps, j'ai cru voir une sortie. J'ai couru, j'ai ouvert une porte, et derrière, il y avait ma cuisine, la radio allumée, mon manteau sur la chaise, ma vie exactement comme je l'avais laissée. Alors je suis entré. » Julien sentit l'air devenir plus froid. Cette fois, pour la première fois, quelque chose passa sur son visage. Pas une émotion entière, seulement l'ombre d'une douleur très ancienne. Je n'étais pas rentré chez moi. Julien regarda la porte portant son nom. La poignée semblait l'attendre. « Qu'y a-t-il derrière » demanda-t-il. « Ce que vous voulez voir. » La réponse fut si calme qu'elle en devint insupportable. Julien recula. « Alors comment on sort ?» Elle le fixa longtemps. « Je ne sais pas si on sort. Je sais seulement qu'il faut rester dans le train jusqu'à la fin. » « Et la fin, c'est quand ?» Elle ne répondit pas.
Au lieu de cela, les lampes du couloir clignotèrent. Une, deux, puis s'éteignirent. L'obscurité qui suivit fut totale. Julien entendit aussitôt quelque chose bouger derrière les portes numérotées. Pas une seule porte, tout. Des frottements, des palans, des respirations, comme si des dizaines de personnes s'étaient approchées en même temps de l'autre côté du métal. Puis une main toucha son bras, Julien hurla et se dégagea violemment. La lumière revint, la femme n'était plus au fond du couloir, elle se tenait juste devant lui, son visage était très proche désormais, et Julien comprit enfin pourquoi il lui paraissait si faux depuis le début. Ses traits n'étaient pas figés, ils hésitaient, comme s'ils appartenaient à plusieurs visages imparfaitement superposés. Pendant une fraction de seconde, il crut voir un autre nez, une autre bouche, des joues plus creuses, puis tout se recomposa. Il est trop tard, dit-elle, les portes autour d'eux commencèrent à vibrer, très doucement au début, puis plus fort, des coups sourds résonnèrent de l'intérieur. Julien se jeta en arrière et courut vers l'endroit où il croyait avoir laissé le métro. Le couloir semblait encore plus long qu'avant, les lampes se mirent à clignoter de façon anarchique. Derrière lui, les coups redoublèrent, puis des voix, des dizaines de voix appelant tout en même temps, sans qu'aucune ne forme de mot complet. Il courut jusqu'à sentir ses poumons brûler, et soudain, la rame était là, porte ouverte, comme si elle l'avait attendu. Julien monta à l'intérieur sans ralentir. Les portes se refermèrent aussitôt, la rame redémarra, il s'effondra contre une barre, incapable de reprendre son souffle. Le wagon n'était plus rempli de silhouettes cette fois, il n'y avait qu'un seul passager, le vieil homme, assis exactement à la même place qu'avant, comme s'il n'avait jamais disparu. Julien le regarda, hébété. C'était faux, le vieil homme acquiesça lentement. Oui, tout était faux, pas tout. Julien laissa échapper un rire nerveux, presque un sanglot. Alors quoi? Qu'est-ce qui est vrai ici? Le vieil homme leva les yeux vers lui. La dernière chose que vous refusez d'abandonner. Julien resta silencieux. Le métro roulait dans un calme irréel. Au bout de quelques secondes, le vieil homme reprit. Au début, on croit que ce lieu veut nous tuer. Ensuite, on comprend qu'il veut mieux. Il veut qu'on accepte. Accepter quoi? De ne pas rentrer. Julien ferma les yeux. Sa tête tournait. Il pensa à son appartement, au verre laissé dans l'évier le matin même, au message de sa sœur, à la veste oubliée sur le dossier d'une chaise, à la lumière du couloir qui restait parfois allumée toute la nuit parce qu'il oubliait de l'éteindre, à tous ces détails insignifiants qui composent une vie ordinaire et qui, soudain, deviennent sacrés dès qu'on croit les avoir perdus. « Je ne peux pas rester ici, murmura-t-il. Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, « Alors quand les portes s'ouvriront la prochaine fois, ne regardez rien, n'écoutez rien, restez assis, jusqu'au terminus. » Et après, le vieil homme tourna lentement la tête vers la vitre noire. « Je ne suis jamais allé jusque-là. » La rame ralentit une dernière fois. Julien sentit toute sa peau se couvrir de chair de poule. Les portes s'ouvrirent. Il baissa immédiatement les yeux vers le sol. Ne pas regarder. Il fixa les taches grises du revêtement, ses propres chaussures, l'ombre tremblante de la barre métallique, puis il entendit la voix de sa sœur. « Claire, tout près, Julien !» Ses doigts se crispèrent. « Julien, tu m'entends ?» La voix venait du quai, pas enregistrée, pas déformée. C'était exactement sa voix, inquiète, douce, impatiente. « Ne pas regarder. Julien, s'il te plaît. » Puis une autre voix, la sienne, mais plus jeune, puis celle de sa mère, puis celle d'un ami qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Chacune parlait comme si elle se trouvait dehors, à quelques pas seulement, comme si le quai entier était rempli par sa vie en train de l'appeler. Julien ferma les yeux. Restez assis, restez assis. Le wagon était parfaitement silencieux autour de lui. Même le vieil homme ne respirait plus. Puis une odeur familière lui parvint. Le café que sa sœur préparait toujours trop fort. Le savon de sa salle de bain. Le parfum très léger de son appartement quand la pluie entrait par la fenêtre entrouverte. Quelque chose effleura sa main. Il ouvrit les yeux. Une clé se trouvait sur le siège à côté de lui. La clé de chez lui. Julien sentit sa volonté se briser presque entièrement. Il leva la tête de quelques centimètres. Seulement quelques centimètres. Et vit le quai. Ce n'était plus une station. C'était le couloir de son immeuble. Éclairé comme d'habitude. Porte du voisin fermée. Tapis usé devant l'ascenseur. Plafonnier jaunâtre. Et au fond, sa porte d'entrée entrebâillée, avec de la lumière à l'intérieur. Quelqu'un se tenait dans l'ouverture. Sa sœur, ou quelque chose portant son visage. Elle le regardait avec des yeux pleins de larmes. « Rentre, dit-elle. » Julien se leva. Un bruit sec éclata derrière lui. La canne du vieil homme venait de frapper violemment le sol. Non, le cri fut si soudain, si humain, si désespéré, qu'il coupa net le charme de l'image. Julien se retourna. Le vieil homme s'était levé pour la première fois. Son visage n'exprimait plus la lassitude, mais une terreur absolue. « Si vous sortez maintenant, souffla-t-il, personne ne saura jamais que vous avez disparu. » Julien trembla de tout son corps. Il regarda de nouveau le quai. Le couloir de son immeuble semblait un peu trop long, la lumière un peu trop jaune, le sourire de sa sœur, un peu trop immobile. Alors il referma les yeux et se rassit brutalement. Les portes se refermèrent dans la seconde.
Au moment exact où elles se joignaient, quelque chose frappa de l'autre côté avec une violence monstrueuse. Une paume, ou quelque chose qui avait la forme d'une paume. La rame repartit. Julien resta immobile, tête baissée, incapable de parler. Le vieil homme se rassit lentement. Long silence, puis, très bas, « Vous avez failli ». Julien ne répondit pas. Il ne savait plus depuis combien de temps il roulait, ni combien de stations s'étaient ouvertes sur des pièges différents, ni même s'il s'agissait encore d'un temps mesurable. Puis, sans avertissement, toutes les lumières du wagon s'éteignirent. Pas un clignotement, pas une panne progressive, noir complet. Julien entendit alors le souffle. Tout près, pas celui du train, pas celui d'un autre passager. Quelque chose respirait dans l'obscurité, à hauteur de visage. Lentement, comme pour lui apprendre son propre rythme, puis la voix de la femme murmura juste à son oreille, « Terminus ». La lumière revint, le wagon était vide, le vieil homme avait disparu, les portes étaient ouvertes. De l'autre côté, un quai ordinaire, éclairé, propre, vivant. Une annonce retentit enfin, claire, banale, presque joyeuse. « Terminus. Veuillez descendre du train ». Julien resta assis quelques secondes sans bouger. Sur le mur en face, une affiche publicitaire parfaitement normale. Au loin, des pas, le grincement d'un portique, la voix d'un agent parlant dans une radio. Le monde, le vrai monde. Julien descendit de la rame. Le quai portait le nom de sa station habituelle. Son téléphone vibra aussitôt dans sa poche. Réseau retrouvé. 3 messages de sa sœur. Minuit 21. Seulement 7 minutes s'étaient découlées depuis l'arrivée du métro. Julien resta figé sous la lumière du quai, incapable de respirer correctement. Quand il se retourna, la rame était toujours là, pleine de passagers cette fois. Des gens fatigués, silencieux, absorbés par leurs écrans ou leurs pensées. Une rame de nuit comme les autres. Et sur le dernier siège du premier wagon, juste derrière la vitre, une femme au manteau clair le regardait, tête légèrement penchée, immobile. Les portes se refermèrent. Le train repartit. Julien ne reprit plus jamais le métro après minuit. Il déménagea quelques mois plus tard, changea d'itinéraire, changea même d'entreprise. Il ne parla de cette nuit à personne, ou presque. Une seule fois à sa sœur, à demi-mot, comme on raconte un cauchemar ridicule dont on a honte au réveil. Elle crut à l'épuisement, au stress, à une sorte d'hallucination liée au manque de sommeil. Pendant un temps, Julien essaya lui-même d'y croire. Jusqu'au soir où, des semaines plus tard, il rentra plus tôt chez lui et trouva sous sa porte une enveloppe sans timbre ni nom d'expéditeur. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chose. Un ticket de métro, ancien modèle, jauni sur les bords, oblitéré. Au dos, quelqu'un avait écrit à la main, « Vous avez attendu ». Depuis ce jour, Julien ne descend plus jamais dans une station vide sans sentir son cœur ralentir. Il évite les quais trop calmes, les derniers départs, les écrans qui clignotent, les stations où les noms paraissent soudain difficiles à lire. Et surtout, quand une rame arrive sans bruit, il la laisse passer. Parce qu'il a compris quelque chose que la plupart des gens ignorent encore. Il existe parfois, très tard dans la nuit, une rame qui ressemble à toutes les autres. Même ligne, même couleur, même porte, même siège, même voix d'annonce, peut-être. Mais ce n'est pas un métro pour rentrer. C'est un métro pour ceux qui ont attendu trop longtemps quelque chose dans leur vie. Ceux qui sont fatigués. Ceux qui n'ont plus la force de se méfier. Ceux qui monteraient n'importe où pourvu qu'on leur promette enfin le retour. Et si un soir, dans une station presque vide, tu regardes l'horloge affichée 00h17, si les lumières clignotent juste avant l'arrivée de la rame, si le quai te semble tout à coup trop silencieux, alors n'entre pas, même si les portes restent ouvertes, même si le wagon paraît vide, même si, au fond, une femme en manteau clair semble attendre sans bouger. N'entre pas, parce qu'une fois assis, il sera peut-être déjà trop tard pour savoir si tu es encore sur une ligne, ou si tu as pris, toi aussi, le dernier métro.